Madame, monsieur, bonsoir, c'est l'heure de votre rendez-vous quotidien avec l'actualité sur ATV. Au sommaire ce soir. Un jeune homme criblé de balles au Terre-Saint-Ville. La scène d'horreur s'est déroulée hier soir vers 22 h dans le quartier Fouillalais. La victime a été la cible de 2 individus circulant à scooter. Il est décédé peu après au CHU. Dans ce journal aussi, Cap Nord hausse le ton alors que le conflit à la Sorre prive d'eau de nombreux Martiniquais. Un conseil communautaire a réuni les différents protagonistes ce matin. Le PCI souhaite qu'une solution soit trouvée dans les plus brefs délais. Enfin, Je suis une bouffonne, c'est le nom du One Woman Show de Samia Orozman. L'humoriste sera sur la scène du Free Comedy Club demain soir. Entretien à découvrir dans quelques minutes. Un nouveau drame est donc venu alourdir un bilan déjà peu reluisant. Hier soir, au Terre-Saint-Ville, un jeune homme de 18 ans a perdu la vie, abattu en pleine rue par des tirs d'armes à feu. 2 suspects sont activement recherchés. On fait le point avec Ryan Anias. Une nouvelle fois, la violence a frappé les rues. Hier soir, un jeune homme de 18 ans a perdu la vie après avoir été pris pour cible. Touché par balle, il aurait tenté de fuir, faisant le tour d'un pâté de maison avant de s'effondrer. Son sang, visible sur les murs et les véhicules stationnés, témoigne de la violence de l'attaque. Les impacts de balles sont également très visibles ici et les habitants décrivent la scène comme une véritable chasse à l'homme. Selon plusieurs témoins, 2 individus à moto auraient été vus quittant les lieux. Il est à peu près 21 h 40 quand les Terre-Saint-Ville entendent plus de 5 coups de feu. Des tirs qui résonnent bien plus dans la rue de l'Ouvrier Albert. La victime faisait du vélo dans le quartier selon les témoins et aurait été repérée par 2 individus. Ces derniers auraient enfilé des cagoules de rue plus loin avant de passer à l'acte. Les agresseurs étaient semble-t-il sur une moto et roulaient à faible allure. Une habitante du quartier nous raconte. Au moment où j'ai sorti ma tête, j'ai pu voir un véhicule passer, mais sans me dire que ça pouvait être ces personnes-là, parce que le véhicule était tranquille, donc moi, j'ai pas fait gaffe. Et par la suite, quand je me suis rendu dans la rue, j'ai pu constater qu'il y avait des traces de sang dans la rue, qu'un jeune a été blessé. Un jeune blessé et qui tentait de s'enfuir. Il aurait fait le tour du pâté de maison 2 fois afin d'échapper à ses agresseurs. Ce matin, les impacts de tirs et les traces de sang sont partout et présents sur 2 autres rues. J'ai entendu plus de 5. Je ne pourrais pas déterminer parce que les coups ils étaient quand même impressionnants. Mais oui, j'ai entendu plus de 5 quand même coups de feu. On ne veut pas trop s'avancer. Déjà, que ce soit pour représailles, mais que ce soit pour nous aussi, c'est des choses qui vont vite. Donc on a l'impression, tu sais, pour plusieurs témoins vont venir raconter une scène, mais ce sont des scènes qui vont très vite. Donc, et dans la panique, on n'a pas tous les réflexes de même noter un numéro, un truc. Donc voilà quoi. Une inquiétude qui ne fait qu'augmenter depuis plusieurs mois chez les riverains, et quelle que soit la commune. Ici, les habitants décrivent ce drame comme une véritable chasse à l'homme. La victime avait été transférée au CHU, mais a succombé à ses blessures aux environs de 23 h 30. Ce drame porte désormais le nombre d'homicides à 28 sur notre territoire. Et des violences souvent perpétrées sur fond de narcotrafic. Justement, un point d'étape sur la lutte contre ce fléau s'est tenu aujourd'hui en préfecture. Pour l'occasion, un expert de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives a fait le déplacement. Quel bilan pour les actions menées sur le territoire? Que faire de plus? Élément de réponse face à la caméra de Ryan Anias. On sait que, d'une manière générale, les Antilles sont des territoires qui sont des zones de rebond pour le trafic de cocaïne en direction de l'Hexagone et de l'Europe. Et on a besoin ici, au plus près des zones de production, et compte tenu de ce que l'on sait des trafics, d'être toujours plus efficace, plus efficient, plus inventif, et de chiffrer correctement les moyens nécessaires pour améliorer notre efficacité. Cet après-midi, l'autre volet, le volet plus préventif, là, comment est-ce qu'on fait pour protéger les jeunes Martiniquais, leurs familles, à la fois sur le volet des consommations, et là je quitte l'idée des stupéfiants, mais pour se concentrer en particulier sur des consommations très, très banalisées et normalisées ici comme ailleurs, et je pense en particulier à l'alcool, qui est à l'origine de nombreuses difficultés d'ordre sanitaire en termes de mortalité, mais aussi d'accidentologie routière
et de violences du quotidien, violences sexuelles, violences sexistes, violences intrafamiliales. Donc il y a des sujets comme ça qu'il faut qu'on regarde de près pour augmenter notre niveau de prévention. Moi, je suis en capacité aussi d'apporter des moyens supplémentaires, des financements. Donc j'ai écouté un peu les besoins de manière à pouvoir ensuite équiper davantage les forces et la justice. Un mot de la météo. Après un bref passage en vigilance orange pour fortes pluies et orages et des averses intenses dans l'après-midi, le territoire repasse en vigilance jaune. La nuit s'annonce plutôt calme, ponctuée de rares et faibles ondées. À la une aussi de l'actualité, le conflit à la Sorre se poursuit. Mobilisés depuis le 11 août, les agents du gestionnaire du service public de l'eau dans le Nord réclament toujours le paiement de leur jour de grève. Une situation qui provoque d'importantes perturbations sur le réseau, aux grandes dames de la population. La direction de la Sorre était convoquée ce matin à Cap-Nord devant le conseil communautaire. Bruno Nestorazero est face à la caméra d'Hélène Sérignac. Tous les élus, tous les maires ont fait état de leurs difficultés au sein de leur commune. Et c'est vrai que nous sommes assaillis de demandes et nous avons bien fait comprendre à la Sorre qu'il était urgent, en tout cas, de faire en sorte que, en tout cas, cette grève se termine. Parce qu'il faut que l'économie redémarre d'une manière générale et normalisée. Il faut également que les écoles rouvrent, parce que nous avons beaucoup d'écoles qui ferment, parce qu'il n'y a pas d'eau, donc il n'y a pas de restauration scolaire, il n'y a pas de sanitaire qui fonctionne comme il faut. Donc, autant de problèmes. Nous avons, en tout cas, bien perçu à travers le discours de Fabrice Hazard, le directeur régional, qu'il était tout à fait prêt et d'accord pour trouver une issue à cette grève. Maintenant, j'espère qu'au-delà des mots, ce sera chose faite pour ce week-end-là. Au Lorrain, ce sont les agents de l'hôpital qui ont débrayé ce matin. Ils déplorent les mauvaises conditions d'accueil des patients, mais aussi leurs conditions de travail, entre coupures d'eau à répétition, qualité des repas ou encore état des infrastructures. Les détails recueillis par Hélène Sérignac. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mener à bien notre mission qui est de la prise en charge du patient. On est dans un milieu sanitaire et le côté sanitaire est remis en question, on va dire ça comme ça. Donc, je pense que nous sommes dévoués, on a investi, donc on prend les patients en charge. Ce que je vous dis, ce n'était pas une grève, c'est un débrayage. Et nous acceptons ceux qui ne souhaitent pas être pris, puisque n'ayant pas eu de toilette depuis quelques heures, voire quelques jours. La problématique principale, c'est évidemment celle de l'eau, avec des coupures qui sont récurrentes, qui peuvent durer 24, 48 heures, voire 72 heures. Et en 5 mois, c'est arrivé régulièrement, au moins une fois par mois. La plupart des gens qui sont ici sont sous-protéinés, c'est un peu ce que nous disent les médecins en général quand on est hospitalisé, et il arrive des repas du soir avec des crudités, un petit bout de quiche, et une heure après on a faim, quoi. Donc ouais, c'est un peu compliqué. Et si la direction n'a pas souhaité s'exprimer, l'ARS indique que l'eau est revenue aux alentours de 16h30 au sein de l'établissement. Poursuivons avec cet événement conçu pour mettre en lumière les femmes actives et inspirantes de notre île. Femme à Femme se tiendra ce samedi à l'école Vatel. Et pour en parler, nous recevons le chargé de mission programme au sein de la Jeune Chambre économique de Martinique. Luigi Carolina Litan, bonsoir. Bonsoir Johan. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, ce salon Femme à Femme, première édition, l'objectif c'est de mettre en lumière toutes ces femmes qui ont des parcours inspirants. C'est ça? C'est ça, et pour moi, c'est toutes les femmes martiniquaises qui ont des parcours très inspirants. Ce sont des femmes très actives et c'est justement le jour J où elles pourront le montrer, puisque c'est un salon, mais pas comme les autres. Vous ne serez pas juste participative, passive, mais vous serez actrice de ce salon. Donc les inscriptions sont déjà ouvertes en ligne pour ce salon Femme à Femme. Alors justement, comment se déroule ce salon? Alors c'est un salon qui a pour vision de permettre aux femmes martiniquaises d'oser pour rayonner. Donc pour ce faire, ça commence à 8h, ça se finit à 18h. Le petit déjeuner est compris, il y aura tout un tas de milliardises qui seront proposées. Il y aura des cocktails également et un tas de conférences, de 19 conférencières vont s'enchaîner sur 4 thématiques clés. On va citer quelques noms avant que vous ayez plus loin. Catherine Concon, Mélanie De Jesus dos Santos, Catherine Roda, Béatrice Bellet. Voilà, c'est juste un exemple de toutes ces femmes qui vont pouvoir témoigner finalement aussi samedi. C'est ça, et qui vont surtout vous donner la parole, puisqu'elles ont déjà été briefées pour que ça soit des conférences vraiment très participatives, que toutes les femmes qui soient présentes puissent savoir qu'elles sont aussi
inspirantes et actives en Martinique. Donc des conférences, des tables rondes, des stands également qui seront présents sur place? C'est ça, donc il y aura des stands et des ateliers. Il y a également des conférences sur les 4 thématiques, bien-être et sport, santé et hygiène féminine, tout ce qui est fibrome, endométriose, la partie histoire et transmission avec Madame Sabine Andrivon-Milton, et puis également artisanat, culture locale et entrepreneuriat, avec une des 40 femmes Forbes martiniquaises et la présidente du plus grand réseau des femmes entrepreneurs de Martinique. Alors en quoi ce salon peut-il se différencier, se distinguer de tous les événements qui ont été créés ces dernières années autour de la gente féminine? C'est très intéressant cette question. On a mené un très grand sondage auprès de 200 personnes et on a toujours eu cette sonnette d'alarme de nous dire que dans les salons, on reste là, on écoute quelqu'un et on ne peut rien faire. Donc là, on a vraiment tenu à différencier ce salon en faisant en sorte que vous ne soyez pas passives, mesdames, mais actrices de ce salon pour montrer que vous aussi, vous êtes des femmes inspirantes actives en Martinique. Vous avez parlé il y a quelques instants de l'importance de mettre en lumière toutes les femmes martiniquaises actives. Justement, pour la Jeune Chambre économique, quels sont les enjeux? Alors, on a une mission au sein de la Jeune Chambre économique, martiniquaise, mais aussi à l'international, c'est d'offrir des opportunités de développement. Donc, au sein de la Jeune Chambre, c'est pour les personnes de 18 à 40 ans, mais on a des actions qui peuvent toucher toute la société, et notamment sur cet événement, c'est valoriser les femmes inspirantes actives de la Martinique, celles d'hier, celles d'aujourd'hui et celles de demain. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on constate qu'il existe encore des freins, et notamment psychologiques, à l'évolution de nos femmes, c'est ça? D'ailleurs, c'est tout ce qui m'a motivé à créer cet événement. À chaque fois que je posais la question à quelqu'un, mais toi, qui est-ce qui t'inspire en Martinique? On a toujours des noms d'hommes, que ce soit Aimé Césaire, François Fanon. Il n'y a jamais de nom de femmes qui viennent instinctivement. Et pourtant, on en a. Vous êtes assis peut-être sur votre canapé. Donc, c'est l'occasion de venir et de vous inscrire en ligne. On a énuméré quelques noms tout à l'heure de femmes qui vont participer à cet événement. Comment la liste a été constituée pour vous? Alors, la liste a été constituée par contact, réseau, échange. Donc, notamment sur ces 4 sous-thématiques, on avait une thématique principale qui était l'héritage. Donc, on a été 15 jeunes mobilisés sur cette action. Chaque personne a pu rechercher des contacts, voir qui est-ce qui pouvait être mis en place. On a fait un brainstorming de toute une liste de femmes dans tous les domaines différents. Et puis, ça a donné ces 19 conférencières qui seront présentes lors de cet événement le 27 septembre. Une question que l'on se pose souvent après ce genre d'événement, eh bien justement, que se passe-t-il après? Y a-t-il une suite, un suivi au niveau des participants, d'autres événements qui pourraient être liés à ce premier salon? Comment ça va se passer? Alors ça, c'est sûr et certain. Toutes les femmes qui seront présentes seront changées. Elles vont oser, elles vont apprendre, mais aussi surtout, elles vont agir. Et nous, au sein de la Jeune Chambre, on a toujours une mission, c'est qu'on organise une fois un événement, après, on le transmet. C'est-à-dire que là, c'est vraiment une édition historique et unique qui aura lieu. Et l'année prochaine, on a déjà une personne qui va reprendre cet événement. Normalement, ce sera déjà plus orienté immobilier, redonner le pouvoir financier aux femmes caribéennes. Vous avez déjà entamé la réponse à ma dernière question. Quels sont les futurs projets pour la Jeune Chambre pour cette fin d'année 2025? Alors c'est ça, et puis on a également des soirées découvertes qu'on organise au sein de la Jeune Chambre, parce qu'on est des bénévoles. Mais en tout cas, on a cette vision d'être le plus grand réseau de leaders citoyens. La Jeune Chambre, c'est déjà une présence dans plus de 120 pays, plus de 110 ans d'existence, et elle est en train de renaître. Et comment vous rejoindre? Et comment nous rejoindre? On a une soirée découverte en allant sur notre Instagram, JCE-Martinique. Vous pouvez nous contacter. Le président ou bien moi se feront un très grand plaisir de vous répondre. Eh bien, merci beaucoup, Luigi Carolina Litan, d'avoir accepté notre invitation. Le rendez-vous est donné donc ce samedi 8h à l'école Vatel pour la première édition du salon Femme à Femme. Merci à vous. C'est ça. Souvent pointé du doigt, la connexion Internet fixe et mobile serait de très bonne qualité en Martinique. C'est en tout cas ce qu'affirme l'organisme indépendant NPerf. Son représentant a fait le déplacement chez nous afin de remettre les trophées de meilleure performance réseau fixe et meilleure performance réseau mobile à SFR Caraïbes. Une belle récompense pour l'opérateur qui entend poursuivre ses investissements sur nos territoires. Rick Benayoun et Frédéric Ayotte sont face à la caméra de Loïc Régis. Le prix en lui-même n'est pas une finalité pour nous, bien évidemment. Par contre, ce prix étant basé sur l'expérience des utilisateurs, il est pour nous très important. Parce que contrairement à d'autres mesures qui peuvent être faites, comme par exemple par l'ARCEP, où c'est des mesures techniques qui sont prises par des techniciens, là ce sont nos utilisateurs eux-mêmes qui produisent le résultat de ce test, en fait. Donc c'est très important pour nous.
Alors, pour arriver là, il est évident que ça s'est pas fait tout seul, hein. On a d'abord mis des moyens considérables dans nos réseaux, donc des investissements très importants sur la fibre optique, sur le réseau mobile, notamment avec la 4G Max, avec la 5G, avec des investissements très lourds, comme je vous l'ai dit. On investit entre 20 et 40% de notre chiffre d'affaires chaque année, ce qui est énorme. Et donc, c'est aussi ces investissements-là, mais pas que, c'est également, évidemment, le travail de nos équipes. À NPF, on a une communauté d'utilisateurs répartis sur les 3 territoires, Martinique, Guadeloupe, Guyane, qui ont fait des tests pendant 1 an. Donc, c'est-à-dire que toute l'année, on récupère des tests, on les agrège, et ensuite, après, donc des tests faits chez tous les opérateurs. Et on voit la performance réseau pour chaque opérateur, et ce qui nous permet de voir quel est celui qui délivre la meilleure performance. Et cette année, ce qui est assez exceptionnel, c'est que SFR a été numéro 1 sur toutes les technologies, donc fixe et mobile, et sur les 3 territoires. Des investissements aussi pour le syndicat mixte d'énergie de la Martinique. Le SMEM engage un vaste chantier de remplacement du parc lumineux dans 28 communes. Objectif affiché, moderniser les installations, améliorer l'efficacité énergétique et offrir aux usagers des rues mieux éclairées. Les explications. Le SMEM a mis en place un programme éclairage public performant. 21 communes ont adhéré à ce programme et dans ce programme, nous avons renouvelé l'intégralité du parc d'éclairage public. Alors, c'est donc exactement 27 544 lampes qui ont été installées et 810 armoires, ce sont les armoires de commande qui permettent de déclencher les allumages, de contrôler un ensemble de lampes. Alors ça, c'est très important parce qu'on s'était rendu compte que l'éclairage public, c'est l'une des plus grosses dépenses d'électricité des communes et on a obtenu une réduction de plus de 70% des économies d'énergie. Aujourd'hui, pour améliorer tout cela, le logiciel Saga, qui est ce logiciel donc, de gestion des interventions, permet à la fois de faire des signalements, d'attribuer les pannes à l'intervenant et aussi d'enregistrer toutes les modifications. Un élu peut à tout moment interroger la base des luminaires de sa commune pour savoir quel luminaire est en panne, quel luminaire a été signalé, s'il est en panne, où en est la réparation, avoir un historique de ce qui s'est passé sur sa commune, avoir un taux de disponibilité, 99% des lampadaires marchent ou pas, etc. Comme chaque soir, on regarde ensemble le calendrier de l'EFS. Demain, vous pourrez donner votre sang sur le parking de la gendarmerie de Redoute à Fort-de-France de 8h à 13h. Autre possibilité, la Maison du Don, immeuble Le Fils, quartier Dillon, toujours à Fort-de-France de 11h30 à 17h30. Je vous propose à présent de rencontrer une humoriste extrêmement talentueuse. Samia Orozman vous embarquera pour un voyage jalonné de rire demain soir sur la scène du Free Comedy Club. Elle a fait escale dans nos locaux pour nous présenter son One Woman Show. Je suis une bouffonne, un entretien réalisé par Loïc Régis. Alors, il y a 2 façons de percevoir le mot bouffonne. Le bouffon, c'était celui qui se permettait de se dire ce qu'il voulait devant le roi et il n'était jamais sanctionné parce que c'était sous couvert d'humour. Donc ça, c'est la fonction première. La seconde, dans les quartiers populaires, quand tu étais vraiment une bouffonne, c'est qu'en gros, tu es incapable de dire non, tu te laisses marcher sur les pieds et tu te laisses faire constamment. Et c'est un peu mon cas. Je suis en phase de transition, hein, parce que je me soigne. Mais ça raconte toutes les situations où j'aurais aimé dire des choses sales et que j'ai pas été capable de le faire à cause de mon éducation peut-être. Alors j'ai le trac. Parce que j'espère que l'information passe et que les gens soient au courant que je suis là. C'est toujours la principale préoccupation, en fait. Quand on se déplace de loin, on se dit, mais est-ce que les gens qui me suivent vont savoir que je suis là? Et grâce à vous, je pense qu'ils vont le savoir. Donc, les doutes commencent à se dissiper. Chaque fois que je dois monter sur scène, j'ai toujours le trac. Mais j'ai déjà fait 3 petits plateaux ici avec Kendo, parce qu'il organise des plateaux d'humour régulièrement. Et le public était incroyable. La réceptivité, l'écoute, ils aiment les histoires. Le yékri, ça fait partie de la culture. Et donc du coup, je pense que mon humour correspond parce que c'est des histoires de vie que je raconte, c'est toutes ces rencontres que j'ai pu faire, c'est ces personnages que j'ai pu côtoyer. Et comme je voyage beaucoup, Dieu merci, grâce à mon métier, c'est plein d'histoires de vie que j'ai pu croiser, que j'introduis dans mon spectacle. Donc à un moment donné, soit vous vous reconnaissez, soit vous reconnaissez quelqu'un de votre entourage. Après, peut-être que dans certains endroits, comme la Suisse ou les Antilles, je prends plus le temps de parler lentement, tranquillement, que les gens puissent suivre. Parce que si j'ai le débit parisien, c'est foutu. mais on s'adapte. On s'adapte, même par exemple en Côte d'Ivoire,
Si on parle avec un langage trop speed ou trop familier qui correspond à la région parisienne, les gens ne vont pas saisir toutes les subtilités. Donc il faut prendre le temps de bien expliquer les choses, de bien articuler et de transmettre. Bravo, vous êtes bien renseigné. Mon mari est de la Martinique. Donc, Orosman, c'est son nom à lui. D'ailleurs, la petite anecdote, une fois, on rigolait avec des gens de ma famille. Ils me disaient, mais pourquoi t'as choisi son nom et t'as pas choisi notre nom à nous? J'ai dit comme ça, si c'est la honte sur sa famille à lui, pas sur la mienne. Il y a quelqu'un de ma belle famille qui m'a dit, ah non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'est juste pour rire, mais je trouve que le Orosman, il va mieux avec ma silhouette. Parce que T, non, c'est pas T, ça c'est O, ça c'est O. Donc Orosman, ça va beaucoup mieux, je trouve. Voilà, rendez-vous demain soir donc pour le spectacle de Samia Orosman. Avant de se quitter, je vous rappelle la principale information de ce journal. Un jeune homme de 18 ans a été abattu par balle hier soir au Terre-Saint-Ville, pris pour cible par 2 individus circulant à scooter. Les suspects sont activement recherchés. Il s'agit du 23e homicide par arme à feu depuis le début de l'année. Ça y est, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. L'actualité continue sur nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Moi, je vous donne rendez-vous demain, même heure. Et on se quitte ce soir avec de très belles images de la capitale, Fort-de-France. Passez une excellente soirée sur ATV.